très bien. Ben, alors déjà encore, je vous remercie moi aussi pour l'invitation. Je dis deux choses sur moi et après je pars avec la présentation. Moi, je suis italo-français. En fait, là, je vous parle d'Italie, de Monza. Ma mère est française. Et en fait, je suis un des fondeurs de Rete MMT Italia, donc l'organisation qui a organisé la divulgation MMT en Italie dans les universités, les associations de catégories, les banques et différents environnements culturels. J'ai aussi, comment dire, développé des projets en dynamique avec nos cousins espagnols, que c'est Red MMT, et en particulier au Parlement espagnol et à Madrid. Et je suis un des fondeurs, bien sûr, de MMT France. J'ai une maîtrise en économie politique, c'est où j'ai, à l'université, connu la MMT. Et j'ai eu la chance d'organiser deux visiting professors, comment dire, du pousser et d'arriver à organiser deux visiting professors avec Warren Mosler, que c'est vraiment mon père théorique, c'est-à-dire que ce que je sais de MMT au 90%, je l'ai pris de lui. Et après aussi, je dois reconnaître une contribution importante quand même aussi à Pavlina Tcherneva. Et voilà, donc moi, je vais développer, disons, comme disait Robert, il y a deux dimensions. Une dimension descriptive du système faite par MMT, et après, il y a une description qui est normative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une compréhension du fonctionnement du système, on peut arriver à élaborer des applications pratiques, des instruments de politique économique. Donc, ce qui est MMT fait, en fait, c'est élargir ce qui est l'espace d'élaboration de politique économique. Et on va chercher, je vais présenter, disons, donner une introduction à certains points. Avant tout, comme régler les rapports au niveau international, mais aussi des autres aspects que vous allez voir. Donc, je pars avec ma présentation. Voilà. OK. Donc, je fais comme ça. Et ça devrait bien aller. Voilà. Alors, là, je ne fais pas toute la première partie. Je démarre directement. Voilà. Alors, déjà, une première, comment dire, très importante conséquence de qu'est-ce que Robert a dit. C'est que, en fait, dans sa devise, l'État est le sujet le plus fort financièrement que n'importe quel autre sujet. Donc, en France suisse, il n'y a personne au monde qui est financièrement plus fort que l'État suisse. En couronne norvégienne, il y a pas de sujet plus fort de l'État norvégien de point de vue financier. Okay, ça, c'est très important à comprendre parce que c'est la base pour comprendre que l'État n'est pas un suiveur du marché, mais c'est en fait l'organisateur. C'est vraiment un sujet qui guide le système monétaire, pas qui suit. Hein. Le mainstream nous a porté à penser que n'importe quelle, disons, l'approche culturelle qu'on a ou la vision du monde qu'on a, de toute façon, l'État doit suivre les humeurs du marché, et comme si le marché était quelque chose de a priori de l'État et à lequel l'État devait en quelque sorte s'adapter. En fait, c'est pas comme ça, c'est exactement le contraire. Il ne peut pas y avoir de marché sans État. Il n'y a pas de marché sans devise, il n'y a pas de marché sans propriété. Donc, disons, les règles du jeu, c'est l'État qui le fait. La première conséquence, c'est que reconnaître la puissance financière et la responsabilité que l'État a, ça veut dire reconnaître son vrai potentiel sur la contribution au progrès, okay, au développement. Seulement l'État, en effet, et ça c'est aussi une donnée historique, comme vous savez, c'est celui qui arrive à faire les investissements stratégiques clés pour le progrès de la société. Donc, du point de vue, par exemple, recherche de base. Okay,
je veux dire, je fais des exemples. La physique, les recherches de physique de base. Donc, là, on a une photo du CERN, que c'est comment dire, un des infrastructures fondamentales pour la recherche dans la physique, donc dans la connaissance du base de notre monde. Mais on peut faire aussi des applications plus pratiques. Je veux dire, Internet, c'est le résultat d'un investissement public d'ARPA. Okay. Le microchip, le touchscreen, le téléphone portable, finalement, le smartphone, c'est tout en fait le résultat de l'élaboration d'investissements publics. Okay. Après, le secteur privé peut faire le développement plus en fait que la recherche de base. Parce que la recherche de base n'a pas d'application immédiate de marché, okay, en termes de vente. Donc, si on reconnaît la capacité de l'État de dépenser, et c'est ça que MMT fait, après, on reconnaît aussi sa capacité de la contribution dans ces investissements que le secteur privé ne va pas faire parce qu'ils sont trop longs comme arc temporel, trop géants comme masse et trop risqués parce que c'est sur 10 comment dire, investissements en recherche de base, il y en a 9 qui ne vont pas aboutir à des applications pratiques ou des applications sur lesquelles on peut faire des profits. Et aussi parce que l'État n'est pas nécessairement intéressé à avoir un retour en profit en termes monétaires, vu que c'est lui qui crée la devise, mais dans des autres retours. Un de ceux-là, c'est bien sûr le retour en technologie militaire, la capacité militaire. Mais bon, ça, c'est notre argument. Donc, en fait, réaliser comment la devise marche, c'est la base de réaliser ce que effectivement l'État peut faire, hein, en termes de politique économique. Vous pouvez être vraiment des extrémistes de gauche du point de vue vraiment des gens qui veulent vraiment changer le monde avec beaucoup de force. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous finirez à développer des politiques économiques qui sont très, très limitées. Et c'est qu'est-ce qui il se passe aussi en Europe, hein, c'est-à-dire que vous avez en Europe aussi des mouvements qui radicales, en fait, finissent pour avoir des politiques économiques qui sont absolument ridicules, hein, parce qu'ils ont peur de la dette publique. Alors, on peut continuer avec la slide. Comment ça se fait que... Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est pas seulement plus de déficit, mais avec ça, il n'y a pas seulement plus de consommation, investissement, dépenses publiques et emploi, mais aussi plus projets pour le futur. Donc, c'est pour ça que, en fait, au moins en Italie, en RTMMT, on parle beaucoup d'État architecte du futur. Okay. Parce qu'il peut prendre des paris que le secteur privé ne peut pas prendre. Donc, un État disposant de sa propre devise en taux d'échange flottant ne peut jamais être à court de sa devise. Il peut seulement être à court des personnes déjà employées. La monnaie, je ne suis pas en train de dire que l'État qui dépend d'un déficit fait tout le monde riche. Je suis en train de dire que l'État a la capacité de porter au plein emploi, c'est-à-dire d'activer la capacité productive qui déjà existe sur le territoire. Donc, en fait, il y a une limite qui est réelle. Mais cette limite réelle peut être exploitée complètement seulement si on connaît la monnaie. Voilà. Donc, bien sûr, si vous êtes un pays très, très pauvre, sans ingénieurs, sans de capacité technique, sans de ressources, sans rien, aussi, si vous mettez tout le monde au travail, vous allez rester probablement pauvre. Mais quand même, beaucoup plus riche de si vous laissez la moitié des gens pas au travail avec les mêmes capacités techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait d'arriver à exploiter toute sa capacité productive, ça aussi porte à la capacité d'exploiter toute sa capacité progressive d'un système. Donc de aussi mettre une partie de la force travail à construire des infrastructures qui, en fait, font progresser le système. Mais une chose fondamentale qui peut-être peut vous faire penser, on ne parle jamais de le problème de la dette publique, le problème du déficit, le problème de l'humeur des marchés quand il y a à faire la guerre. La guerre, c'est en fait un investissement énorme
OK, où il y a plein de ressources financières qui viennent alloquer. OK, et aussi ça, aussi en Europe, hein, parce que quand même les interventions en Libye, les interventions en Yougoslavie, et dans d'autres pays viennent faites aussi par les pays européens qui sont absolument terrorisés par la dette publique, normalement. Mais quand il y a affaire à la guerre, non, il y a pas de problème sur ça. Ça, c'est quand même quelque chose qui devrait faire penser que la peur disons, du financement, la peur du déficit, de la dette, fait sortir au bon moment. OK, quand, disons, le discours va vers des objectifs qui ne sont pas dans l'intérêt de la classe dirigeante, hein. Donc, ça, c'est. Donc, il y a comment dire, hégémonie culturelle en économie, dans la science économique, qui conditionne le débat public et sur lequel l'MT est fondamental pour réussir à faire un développement. OK, alors là, on a dit jusqu'à maintenant comment on pourrait faire à la base pour avoir un pays avec sa propre devise, à avoir le plein emploi, donc augmenter le déficit. Puis, bon, il y a les jobs garantis, que c'est des programmes spécifiques qu'on pourrait discuter si vous voulez. Et, et on pourrait aussi discuter comme on laisse le CFA ou l'euro, parce qu'il faut le faire dans une façon très spécifique. Si on peut faire des grands dégâts si on sort d'une devise et on rentre dans une autre, n'a pas la bonne manière. Et normalement, qui parle de sortir d'une devise aussi en Italie quand on parle de sortir de l'euro, les gens, ils n'ont pas d'idée, au moins, ils n'ont pas de bonne idée de comment rentrer dans une nouvelle devise. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra toucher dans l'interaction tout à l'heure. Mais maintenant, je veux développer sur un thème que c'est le thème avec l'extérieur, c'est-à-dire comment on gère les rapports avec l'étranger pour maximiser, disons, le bien-être d'un pays, et pas être subalterne, et pas être comment dire, en termes commercial dépendant ou diminuer la dépendance euh, de l'étranger, ou quand même pas se faire étrangler par l'étranger le moins possible. Et c'est comme ça. Alors, de base, sur ça, après, bien sûr, on peut faire des réflexions, mais de base, il y a que MMT voit la monnaie, voit la devise seulement comme un instrument. Ce n'est pas un fin. Le fin, c'est les biens réels. Et pour ça, les exportations sont un coût réel. Les exportations, c'est de la production qu'on a fait domestiquement, sur lequel des gens ont passé du temps, ont mis de l'énergie et qui vont comment dire, être exploités, être consommés. Euh, on va, euh, comment dire, l'utilité va être bénéficiée par des étrangers. Donc, c'est un coût réel. C'est de la production à laquelle on renonce. Les importations sont des bénéfices réels. C'est-à-dire, c'est de la production qu'à l'étranger, ils ont produit, ils ont fait un effort pour le faire, et c'est nous qu'on en bénéficions. Quand vous voulez coloniser un pays, qu'est-ce que vous faites? Vous imposez la devise, ou vous avez quand même des mécanismes pour extraire de la production de ces pays, pour extraire des biens réels. La colonisation, ce n'est pas quelque chose qui sert à extraire les sous ou la devise d'un pays colonisé. C'est pour ça que les Anglais ou les Français imposent leur devise. Parce que leur devise, c'est l'instrument pour, comment dire, arriver à extraire de la production réelle. Okay, et de faire en sorte qu'il y ait toujours plus de biens exportés et toujours moins de biens qui vont viennent importer dans ce pays. Et les biens qui, après, viennent importer dans ce pays, d'habitude, après un moment donné, sont des biens qui sont fonctionnels à l'intérêt de les exportations. Et c'est pour ça que il y a aussi cette tendance idéologique sur la gestion des politiques avec l'étranger qui est menée dans la direction des exportations, non? Où les pays se font la guerre pour chercher de faire plus d'exportations. Mais en fait, c'est la conséquence d'une hégémonie culturelle. Et en effet, si vous voyez qui c'est qui est champion d'importation nette, les États-Unis, la Grande-Bretagne, des pays que notoriément sont hégémones. Okay. Et voilà. Donc,
en continuant, donc ce qu'il faudrait faire, c'est maximiser les termes d'échange avec l'étranger. C'est-à-dire donner les exportations qu'on réalise, obtenir le maximum d'importations. OK? Donc, puis sur ça, on peut faire des réflexions sur lesquelles on peut mettre des barrières à certaines importations parce qu'on veut développer domestiquement la capacité de faire démarrer, disons, des secteurs qui ne sont pas existants. Alors, on peut décider de protéger l'industrie infantile qui vient de se développer. OK? Mais ça, c'est un choix qu'on fait et ce n'est pas un choix qualitatif et ce n'est pas quantitatif. Du point de vue quantitatif, en soi, chercher de réaliser des exportations nettes, c'est quelque chose qui va contre l'intérêt public. Une chose que Warren Mosler dit souvent, c'est vous pouvez voir la richesse qui vient ajouter dans dans un pays comme la somme de la production domestique moins les exportations, que c'est la production domestique qu'on porte à l'extérieur, plus les importations. OK? Et c'est comme ça qu'on les voit. Donc, c'est radicalement l'opposé de n'importe quelle autre approche aujourd'hui. Ce n'est pas une idée nouvelle, parce qu'en fait, Adam Smith avait la même idée qu'on a, nous, de ce point de vue, et vous la retrouvez dans la critique au mercantilisme, dans ce sens. Cette critique à la recherche de faire une exportation nette, qui en fait va dans l'intérêt des exportateurs, pas dans l'intérêt du pays en soi. Et c'est un peu différent. Et souvent, dans les pays, spécialement si les pays ont une dépendance économique importante, et après on peut parler de qu'est-ce que c'est la dépendance économique, mais quand même, le problème, comme c'est le problème scientifiquement réalisé du Congo, hein, il y a de la littérature scientifique sur ça, je peux la nommer. Un des problèmes, c'est que la classe dirigeante est complètement liée avec les intérêts des exportateurs. Et souvent, les exportateurs, ils sont liés avec les intérêts de la classe dominante du pays qui était colonisateur. Donc, voilà, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça, parce que si on retourne à une devise nationale, euh, mais après on continue à faire des politiques export-led, et comme ça, je veux dire, c'est pratiquement inutile. Voilà. Donc, quand même, on n'est sûrement pas en train d'exploiter complètement la capacité du système économique de créer du bien-être pour les résidents. Et donc, il n'y a pas seulement un problème d'exploitation et de domination économique, il y a aussi le problème de domination culturelle et politique, aussi de la culture politique et des instruments de politique économique. Bon, des points qu'on peut développer dans l'interaction suivante, si vous voulez, mais une balance commerciale déficitaire n'est pas une dette si on a une devise à un taux d'échange flottant. Pourquoi? Parce que les exportations, c'est des marchandises qu'on a envoyées et qui nous sont été déjà payées, et les importations, c'est des marchandises qu'on a achetées, qu'on a déjà payées. Donc, s'il y a plus d'importations que d'exportations, il n'y a pas de dette, comment dire, à payer si on est en taux d'échange flottant. Il y a déjà eu plus de paiements faits que reçus, et ce n'est pas un problème en soi, du point de vue comptable. Okay. Si on veut augmenter l'épargne privée, on peut augmenter le déficit. Hein. Ce n'est pas les exportations la base de l'épargne privée. La dépendance économique, c'est quelque chose de qualitatif. Dépend qualitativement, qu'est-ce que c'est l'export et l'import? Qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on exporte? Si on importe des choses qu'on n'arrive pas à produire, et la composition des importations et des exportations sont très différents en termes de complexité, en termes de qualité, alors là, on peut avoir des dépendances. Et ça, c'est un problème. Mais ça ne dépend pas des volumes d'importation ou d'exportation, mais de la qualité des importations et exportations. Là, je fais un petit exemple. Là, vous avez Angola et là, vous avez les États-Unis comme balance commerciale. Vous voyez qu'Angola est souvent, pratiquement toujours en dessus du zéro, donc en avance commerciale. Les Anglais, pratiquement le contraire. Donc, vous avez le zéro, vous voyez ça.
Vous pensez que pourquoi l'Angleterre est en déficit commercial a une dépendance économique de l'étranger supérieure à Angola? Mais non. Et de qu'est-ce qu'on peut voir par contre la dépendance économique, que c'est une dépendance réelle? Par ça. Angola, vous avez les importations très articulées, très différenciées aussi de produits qui sont euh, complexes en termes de comment dire, complexité de production, de connaissances à avoir pour arriver à les faire, et en termes de pays qui en fait arrivent à les faire. Donc vous avez des industriels, de l'informatique, des assurances, de la finance, euh, et pas seulement donc du secteur primaire. Par contre, les exportations, c'est pratiquement seulement secteur primaire et minéral et pétrolière. Par contre, l'Angleterre, pratiquement produit de tout, exporte de tout, importe de tout. Et aussi, si elle a un déficit commercial, en fait, elle n'a pas de dépendance particulière. Ou quand même, pas de beaucoup moins de dépendance, sûrement, que l'Angola. Ça, c'est des données que vous pouvez trouver sur l'MIT, OK? Sur Atlas of Economic Complexity of MIT, Massachusetts Institute for Technology. OK. Voilà, j'ai eu mon temps, donc je ne vais pas continuer et je vous laisse avec, comment dire, une chose qu'on dit nous en, en- les MIT en Italie, en haut les déficits pour se saluer. Donc, je suis. Ça a été ma présentation. Si vous voulez, je peux parler de comment on sort du CFA et comment marche le job garanti.